Bonjour, bonsoir les amis et bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond the Hoops. Aujourd'hui, on va vous parler de la série entre les Nuggets et les Clippers. Mais avant qu'on démarre, pour tous ceux qui veulent nous soutenir, un petit like sur Spotify, Deezer, YouTube, un petit commentaire pour le référencement et bienvenue sur le podcast de Q-Basket. Mitchell has his head up, takes the Levert feet. Oh my! Alors, on vous l'avait promis, on reprend les habitudes de l'année dernière et on prend le micro pour vous parler des séries un peu quand on en a envie et quand on trouve que les séries sont intéressantes. Et il se trouve que là, il y a une première série qui est vraiment super intéressante dans la conférence Ouest où d'ailleurs les matchs sont quand même globalement plutôt très cool. C'est forcément entre les Denver Nuggets et les Los Angeles Clippers. Et c'est vrai qu'on a assisté à deux premières rencontres de très haut niveau avec énormément d'ajustements tactiques et de ciblage. Donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'en parler avec vous. Et pour en parler avec moi d'ailleurs, on accueille quelqu'un que vous connaissez plutôt bien. Je pense que vous allez reconnaître sa voix. Il animait notamment tous les Twitch de Q-Basket avant. Il a fait énormément de contenu. C'est Clément aka N5. Salut Clément, comment tu vas ? Salut Benjo, ça va bien, mais ça va très bien. Je suis très content de pouvoir repasser une tête encore plus avec toi sur le podcast. Tu fais un admirable travail du coup sur QI, donc c'est avec grand plaisir que je te rejoins ce soir. Il y a vraiment plus de respect. Hein. Le Benjo, c'est en train de sortir de manière totalement naturelle chez tout le monde. En plus, tu sais, je l'ai dit et je me suis dit, peut-être que c'était un truc privé de la conf, ça. Non, mais il n'y a aucun souci. Clément, toi, peut-être qu'on peut repositionner un petit peu pour les gens. Donc, tu es un historique de Q-Basket. Tu as beaucoup écrit pour le site. Tu as surtout beaucoup fait de vidéos animées de Twitch et tu es un fan des Nuggets, c'est ça ? Exactement, c'est Jérémy, le BOSS, bien sûr, grand fan des Nuggets, qui depuis m'a parlé de la création du site depuis le début, mais j'ai rejoint beaucoup plus tard. Et j'ai pu un peu faire de Twitch, un peu faire de la vidéo sur YouTube. Mais c'est vrai que ça fait 1 an et demi, 2 ans que malheureusement j'ai un petit peu moins de temps pour regarder la NBA, pour commenter encore moins du coup. Donc j'ai préféré laisser la place, etc. Mais voilà, là j'ai une petite fenêtre. Enfin, j'ai pu rattraper un petit peu la saison des Nuggets et voir le début de ces playoffs. Donc j'en profite. Écoute, ça me fait plaisir de retrouver un peu l'activité chez QI et profiter de ces playoffs pour faire ce petit podcast. C'est donc, vous l'aurez compris, hein, encore une fois, le gang des Nuggets qui officie chez Q-Basket. On est ravis de t'avoir, Clément, pour pouvoir parler des Nuggets. Bon, avant qu'on démarre un peu notre ping-pong là, dont les auditeurs ont l'habitude, elle est pas mal là, cette série-là. Les 2 premiers matchs, c'était quand même cool, hein. Bah complètement. Moi, c'était vraiment la première observation que je voulais faire. Alors certes, en tant que fan, c'est un petit peu moins confortable à regarder que si vous êtes juste spectateur parce qu'il y a vraiment un stress permanent dans cette série. Mais ouais, 2 matchs qui se terminent avec 2 décisions dans le clutch, une guerre aussi bien tactique que dans l'intensité. On a vraiment du très très beau basket au global avec des styles assez différents dans les 2 équipes. Donc aussi des choses différentes à voir et à apprécier. Et puis 2 matchs là pour l'instant quasiment en miroir, j'ai trouvé, sur la dynamique un peu des cartons, etc. Avec les Clippers sur le premier match qui entamaient parfaitement bien quand les Nuggets étaient un peu moins bons sur les 2 premiers cartons du Game 1. Et puis une tendance qui s'inverse avec un finish sur le clutch et en fait vraiment tout l'inverse dans le Game 2. Où on a les Nuggets qui ont vraiment bien commencé, j'ai trouvé, qui étaient un peu au-dessus. Et finalement, la tendance qui va s'inverser jusqu'au clutch, jusqu'à la fin. Et du coup, ça laisse du suspense et ça montre aussi à quel point les équipes sont proches. C'est vrai qu'on avait quelques questions, et vous le soulignez bien avec Jérémy dans votre preview, notamment sur les Nuggets, parce qu'avec les changements de coach de dernière minute, une année pas mal en dents de scie, l'absence d'Aaron Gordon toute la saison, enfin une grande partie de la saison en tout cas, il y avait beaucoup d'interrogations, et finalement on voit vraiment à quel point les 2 équipes sont proches. C'est super pour le jeu, ça donne vraiment du suspense, c'est une très belle série à voir. Bon après voilà, en tant que fan c'est plus compliqué à vivre, je te cache pas. Ouais, je comprends. C'est vrai qu'on avait dit dans la preview que ces 2 équipes qui auraient pu se rencontrer beaucoup depuis quelques années au vu de leurs 2 profils et qui finalement sont peu rencontrés à part une série
qui a forcément marqué notamment les fans de Denver, mais pas que. Et là, c'est vrai qu'on s'était dit qu'il était jamais trop tard pour faire un classique, et c'est vrai que les 2 premiers matchs sont assez incroyables, avec une opposition de style dont on va un peu vous détailler les différents éléments, mais qui est vraiment, vraiment intéressante et chouette à regarder parce que, comme toute opposition de style, elle demande des ajustements en permanence. Et déjà, je trouve que tu vois, en 2 matchs, le nombre d'ajustements qu'il y a eu entre les 2 équipes, on n'est pas sur des coachs qui font beaucoup d'ajustements dans le match, moi je trouve. Mais par contre, on est sur des coachs qui font des vrais ajustements entre les matchs. Alors, il y en a aussi eu dans le match, mais on a vraiment vu des vraies différences structurelles, je trouve, au départ des 2 matchs, que j'ai trouvé cool. Et puis on va rentrer dans le ping-pong du coup. Alors, je rappelle un peu le principe, Clément, pour qu'on se resitue là-dedans. Pour ceux qui découvrent le podcast, en fait, on vous parle des points qui nous sont parus intéressants durant ces 2 premiers matchs. Et chacun à notre tour, on va vous avancer un sujet et puis on en débat. Clément, je te propose de commencer. C'est quoi ton premier point qui t'a marqué à l'annoncer 2 premiers matchs? Pour suivre un petit peu cette veine de la proximité de niveau entre les 2 équipes, j'ai un peu envie de parler de quelque chose d'assez évident pour commencer. Après, on complexifiera un petit peu, mais une des marges qui a fait la décision, tout simplement dans le Game 1 comme dans le Game 2, ça a été les turnovers, la bataille des balles perdues, avec, là encore, j'utilisais l'expression de miroir tout à l'heure, de match un peu en miroir. Là, c'est vraiment le cas puisque dans le premier match, on avait 20 turnovers côté Clippers pour 11 seulement côté Nuggets, et on a exactement l'inverse dans le Game 2. Donc 11 turnovers du côté des Clippers cette fois-ci et 20 pour les Nuggets. Et à chaque fois, en fait, des turnovers qui semblent clés, notamment dans le clutch, et à des moments un petit peu de bascule du momentum ou ce genre de choses. En termes de points marqués sur ces pertes de balles, du côté de Denver, dans le Game 1, on avait 29 points marqués contre 9 du côté des Clippers. Et dans le Game 2, cette fois-ci en faveur des Clippers, vous l'aurez compris, 21 contre 12 du côté des Nuggets. Voilà, c'est vraiment un élément de bascule. Ça prouve aussi à quel point les 2 équipes sont proches et se rendent coup pour coup. Et c'est vraiment, pour l'instant, la chose qui vraiment dénote. Alors, c'est assez simple, rien de révolutionnaire. C'est vraiment quelque chose qui semble évident, mais faut souligner quand même l'importance que ça a et à quel point ça montre aussi la proximité, encore une fois, entre les 2 équipes. Et donc, pour l'instant, on a à chaque fois eu une balance d'un côté ou de l'autre. Qu'est-ce qui arrivera si les 2 équipes réussissent à cleaner au maximum leur jeu? On sait aussi qu'avec les séries, c'est ça l'intérêt des playoffs, c'est que plus on avance, plus en règle générale, les équipes se comprennent mutuellement et arrivent quand même potentiellement à une certaine maîtrise du jeu. C'est notamment vrai pour les Nuggets. Je parlerai moins des autres équipes, mais je pense que les Clippers sont largement capables aussi de ça. Donc, que va-t-il arriver quand on aura cette balance qui ne se fera plus, dans le sens où chacune des équipes réussira à un petit peu cleaner son jeu? Ça va être intéressant, ou alors peut-être qu'on gardera en fait cet élément, ce facteur déterminant entre les 2 équipes. Mais c'était un peu le premier focus que je voulais faire parce que voilà, ça me semble quand même très important à souligner. Ce que je trouve intéressant sur ce point, tu vois, notamment sur le Game 1, c'est que les Clippers, on sait, c'est une équipe qui contrôle plus trop. D'ailleurs, c'est 2 équipes qui contrôlent plutôt bien, mais les Clippers peut-être encore plus le tempo du match. Et les Clippers, qui est une équipe qui aime bien jouer demi-terrain, en fait, ils sont assez dépendants de leur capacité à ne pas trop perdre le ballon. Et c'est vrai que ça passe beaucoup par James Harden, pour le coup, qui doit être le joueur qui implique ce tempo, qui donne ce temps de jeu-là et qui perd pas trop le ballon. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, tu vois, côté Denver sur le premier match, c'est que ils n'ont pas tant que ça fait perdre le ballon à James Harden ou sur les possessions de James Harden. Par contre, ils ont été très bons pour cibler les autres joueurs qui sont un peu moins à l'aise quand ils ont la balle. Je trouve notamment que Kawhi, tu vois, dans le Game 1, il est quand même je regarde en même temps les stats, en gros il a perdu un ballon sur 3 qu'il a touché. Et je les ai trouvés hyper agressifs en fait sur les prises à 2 sur Kawhi pour vraiment le sortir de son rythme. Et c'est vrai que tu vois, tu sors du premier match en opposition au deuxième où Kawhi s'est vachement bien adapté. Où en fait, Kawhi, tu vois, t'as l'impression qu'il fait pas un bon match, alors qu'en fait, tu vois, il fait quand même 22 points, il a des bons pourcentages, mais tu le sens un peu hors rythme et t'as l'impression que quand il est impliqué dans l'attaque, l'attaque des Clippers, elle se grippe un peu. Et j'ai trouvé que pour le coup, tu vois, l'idée de Denver de cibler plutôt les autres joueurs que James Harden plutôt que James Harden, il y a eu le même truc avec Bogdanovic qui, quand il rentre, c'est catastrophique pour lui. Moi, j'ai trouvé ça plutôt cool, tu vois, côté Denver. Ouais, complètement. Je te rejoins tout à fait. Je pense qu'il y a aussi
une problématique du côté de Denver de choisir un petit peu son poison, c'est-à-dire qu'à côté de ça, Harden dans le premier match a été laissé beaucoup plus libre de faire ce qu'il voulait, notamment sur le pick and roll avec Zubac. Je ne sais pas si du côté de Denver, défensivement, on a les moyens de réussir à gérer les deux en même temps, en fait. C'est-à-dire que autant tu l'as bien montré, on a plutôt bien géré la défense de Kawhi sur le premier match avec énormément Aaron Gordon sur lui, mais aussi beaucoup de blitz dès qu'il tentait de se soustraire à son défenseur, à l'ailier, via un écran ou ce genre de choses. Ça permet de l'obliger à lâcher le ballon, peut-être même encore très haut sur le terrain, ce qui vraiment force les pertes de balles, etc. Parce qu'on sait que c'est pas la force principale de Kawhi. Mais à côté de ça, dans le Game 2, on a voulu quand même un petit peu plus focus, notamment sur le pick and roll d'Harden qui nous avait fait beaucoup de mal le premier match, avec Ivica Zubac, etc. Du coup, on a peut-être été un petit peu moins discipliné et un petit peu moins agressif même sur Kawhi au global, avec aussi les Clippers qui se sont adaptés entre les deux. Et du coup, même si on a beaucoup mieux défendu Harden, on a moins défendu Kawhi. Je ne sais pas si on a les moyens défensivement du côté de Denver de réussir à faire les deux en même temps. C'était une grosse des questions du début, et vous l'aviez bien rappelé dans la preview, la capacité défensive de Denver ou non. Il y avait beaucoup de points d'interrogation. Je suis plutôt globalement rassuré et satisfait. Je trouve qu'on est quand même pas trop mal défensivement. Par contre, je pense qu'effectivement, si on rentre dans une série complètement 100% défensive, on sait que les Clippers, c'est quand même une de leurs forces premières. Et je ne sais pas si on arrivera à matcher sur le long terme, si on joue, si en tout cas on compte que là-dessus prioritairement pour faire la différence. Mais d'autant que dans le match 2, effectivement, le fait de cibler un peu plus James Harden et Zubac, alors c'est pas les pertes de balles, on va revenir sur les pertes de balles, mais moi je trouve que effectivement ça a donné de l'espace à Kawhi. Je trouve que ça a donné pas mal d'espace aussi à Norman Powell, qui fait pas un très bon premier match, mais qui, au-delà des stats dans le match 2, moi je trouve a un vrai impact. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi, c'est-à-dire que Denver est un peu pris entre deux eaux, c'est-à-dire qu'à la fois ils ont la capacité de défendre dans un truc qu'ils vont cibler, mais ils ont aussi beaucoup de points faibles en défense, et du coup, quand ils ciblent un point, donc dans le game 1, c'était plutôt les joueurs autour de James Harden et Zubac, ça a plutôt bien marché, mais James Harden et Zubac, ils n'arrivaient pas à les tenir. Et dans le game 2, c'est l'inverse, ils se disent James Harden et Zubac, ça nous a fait trop mal dans le game 1. Et du coup, c'est autour que ça commence à se libérer. Et je trouve qu'ils payent un peu, tu vois, leur manque de mobilité. Enfin, on l'a beaucoup dit, hein, leur défense, elle est quand même vraiment compliquée. Ils payent un peu leur manque de mobilité et leur manque de polyvalence, tu vois, des différents joueurs, quoi. Ah, c'est ça, surtout qu'à côté de ça, on est obligé d'essayer de maintenir un certain spacing, même si on y reviendra. Mais ça veut dire du coup de garder certains joueurs sur le terrain plus que d'autres. Ça veut dire aligner certaines rotations. En fait, tout simplement, on est obligé de garder Michael Porter Jr., alors qu'il a fait un meilleur second match que le premier, mais qui défensivement est quand même moins mobile, moins rapide, moins concentré parfois sur certaines rotations. Bon, il y a d'autres problèmes un petit peu en chaîne qui ont créé d'autres problèmes défensivement, et on y reviendra, on va réexpliciter ça dans d'autres points. Ce sera plus imagé dans d'autres points. Mais à côté de ça, moi, par rapport à cette continuité des turnovers et de la défense et des deux types de défense, etc., aussi saluer la défense des Clippers sur ce second match, où je trouve qu'ils ont vraiment un plan de jeu vis-à-vis de Jokic qui est ultra intéressant, et surtout en fait de l'anticipation de où va aller la balle une fois qu'en fait ils ont complètement l'ont ceinturé dans la peinture, etc. Ils arrivent vraiment bien à le mettre dans un tunnel où ils veulent l'emmener dans la peinture, et une fois qu'il est dans la peinture, ou même une fois qu'il est pris à deux dans un corner ou sur l'elbow notamment, etc. Ils arrivent très bien à anticiper en fait où va aller la balle. Ouais. Il y a pas mal d'interceptions comme ça. Il y en a 2-3 de Kawhi sur les deux matchs. Je pense notamment aussi à Chris Dunn qui a fait un excellent second match dans ce domaine, que j'ai trouvé beaucoup plus impactant sur la défense off-ball. Ouais, parce que son premier match n'est pas très très bon, moi je trouve, à Chris Dunn pour le coup, mais son deuxième est bien meilleur. Ouais. Non, il se cherche un peu, etc. Mais après, on sent qu'il rentre beaucoup plus dans les rotations, etc. Sur le second match, il comprend un petit peu plus son positionnement, et ça fait très mal à Denver, qui en plus a eu quelques maladresses, on va dire, manque de discipline parfois, ou quelques petits échecs, beaucoup de fatigue accumulée aussi. Je reviendrai un petit peu sur ce point-là dans une autre observation. Et du coup, forcément, voilà, les pertes de balles qui s'accumulent, et ce switch-là, ce basculement de la série sur ce point-là.
Mais d'ailleurs, je trouve que les pertes de balles, tu vois, sur le Game 2 de Jokic, t'as raison, hein, c'est les pertes de balles sur le premier match, c'est la bataille des possessions qui fait un peu la diff sur les deux premiers matchs. Le premier, il tourne à l'avantage des Nuggets, comme tu le dis, et le deuxième, plutôt à l'avantage des Clippers. Je trouve qu'en fait, sur Jokic, pour moi, il y a deux éléments, tu vois, qui l'ont un peu sorti de son rythme. Le premier, bon, les Clippers ont fait le plan qu'on a vu quelques fois cette saison, c'est-à-dire tu doubles Nikola Jokic et tu essayes d'anticiper un petit peu ses passes. Ça a plutôt bien marché, voire tu le triples parfois. Ça a plutôt bien marché. Mais le deuxième, c'est... Mais on en reviendra peut-être dans un point un peu plus détaillé, mais le deuxième, c'est que je trouve que la première mi-temps au Game 2 des Nuggets, qui joue très très vite, sort un peu Nikola Jokic de son rythme. Je pense qu'il a un peu moins de répétitions demi-terrain qu'il en a l'habitude. Et tu le payes un petit peu, quoi, tu vois. Mais bon, on y reviendra peut-être après sur la thématique, notamment des... Néanmoins, pour rebondir, je me permets du coup de te couper, mais vraiment pour rebondir sur ce point-là, je pense que c'est aussi ça qui est intéressant, notamment chez les Nuggets vis-à-vis de ces pertes de balles et de vouloir jouer un petit peu les intervalles sur les lignes de passe. Alors on a des joueurs qui sont très bons pour, Christian Brown et Russell Westbrook notamment en tête, et qui justement se projettent énormément vers l'avant. On le sait, vous l'aviez dit sur la preview, et c'est un fait remarquable sur ces Nuggets de cette saison, ça a été la capacité à un peu plus se projeter en transition. Ça a été une des forces des Nuggets, une des nouvelles forces dans la saison. C'est vraiment quelque chose que je pense l'équipe voulait absolument rapporter, notamment sur ce match-up, parce que la défense des Clippers, c'est leur point fort, mais c'est une défense d'avant tout demi-terrain. Et c'est vrai qu'ils sont moins bons sur la transition, sur la défense de transition. Donc on a d'un côté un point fort potentiel de Denver et un point faible potentiel des Clippers. Alors ça s'équilibre un petit peu et plus d'une fois j'ai trouvé quand même les retours défensifs des Clippers assez haut niveau. Mais on gagne quand même, notamment je pense au premier passage du banc dans le Game 2 sur le second quart-temps, début du second quart-temps, où on a des minutes sans Jokic qui, malgré qu'on soit sans Jokic et malgré la faiblesse historique des Nuggets sans Jokic sur les minutes sans Jokic, eh bien on a ces minutes-là qui étaient à l'équilibre à peu près. Si je ne m'abuse, et grâce notamment à beaucoup d'interceptions sur les lignes extérieures, Christian Brown, Russell Westbrook en tête, qui ont lancé du jeu en transition et qui ont permis d'affleurer un petit peu. Et donc du coup, il y a aussi cette importance-là, notamment pour les Nuggets, des pertes de balles et de forcer les pertes de balles adverses, parce que ça va tout simplement donner du carburant à cette attaque. Je veux bien qu'on apporte, du coup, je prends la main. Moi, c'était un de mes points que je m'étais noté, et j'ai pas tout à fait la même vision que toi pour le coup, mais c'est intéressant d'en discuter sur ça. Effectivement, moi j'avais un point sur le jeu de contre-attaque de Denver. On l'a vu notamment dans la première mi-temps du match 2. Denver a vraiment accéléré le rythme. Je pense qu'ils l'ont accéléré pour deux raisons. Je pense qu'ils l'ont accéléré une première raison parce que je pense que dans le game 1, ils arrivent à prendre beaucoup de ballons et ils peuvent probablement mieux les exploiter. Ils peuvent probablement plus encore en profiter pour générer de l'attaque, comme tu le dis, l'attaque un peu facile. Et en fait, ils récupèrent énormément de ballons, ils génèrent des points, mais ils pourraient presque en générer plus. Donc probablement qu'il y a une consigne qui a été passée qui est de dire en fait, on est capable d'intercepter cette équipe, donc il faut pousser le jeu. Et c'est vrai que sur la première mi-temps du game 2, mais Denver joue la contre-attaque. Enfin, c'était incroyable, quoi. Comme on n'a jamais vu Denver en playoff jouer la contre-attaque, quoi. C'est-à-dire que tous les ballons, ils poussent, ils avancent, et ils essayent d'aller agresser les Clippers et de jouer vite. Alors, comme tu l'as dit, les Clippers, c'est pas une très bonne équipe de demi-terrain. Mais moi, j'ai été un peu étonné de ce choix-là, parce que le problème, c'est que tu arrives un peu vers le milieu du deuxième quart-temps, et tu te dis, en fait, Jokic, il touche pas le ballon. Et d'ailleurs, à un moment donné, ils sont un peu pris dans leur rythme de contre-attaque, ils en font tellement que tout ballon récupéré, tout le monde part en furie, tu vois. Et d'ailleurs, il y a un moment donné, je sais pas si tu te rappelles, mais vers la fin de la première mi-temps du deuxième match, où Jokic, il dit à tout le monde, mais calmez, quoi, calmez, arrêtez là, c'est n'importe quoi. Parce que ça marche bien au début, mais à un moment donné, l'attaque s'enraye à vouloir trop jouer la contre-attaque, et surtout, moi je trouve que ça casse le rythme de Nikola Jokic. Et je veux bien que tu joues la contre-attaque, mais j'y crois pas une seconde que tu gagnes cette série si Jokic est un peu hors rythme, tu vois. Après, c'est Jokic, il a un apport dingue, mais est un peu hors rythme. Je sais pas comment tu l'as senti, toi.
Je suis d'accord, oui et non, dans le sens où je trouve qu'effectivement ça a été un peu un excès, notamment voilà, le moment où tu parles, où Jokic dit à tout le monde de se calmer, etc. Surtout que dans le sens, en fait, la problématique c'est que du coup on termine pas de manière très clean, c'est-à-dire que même en poussant le jeu, etc., et on vendange deux trois lay-up en contre-attaque parce qu'il y a de la précipitation en fait, et donc on est moins précis, etc. Donc ça, plus le fait que du coup Jokic peut pas, en jouant toutes les minutes qu'il fait, etc., et avec l'influence qu'il a sur le jeu, de jouer ce jeu-là, et que lui qui est plus un joueur de demi-terrain, et qui va vraiment placer l'attaque, et trouver les joueurs dans le rythme, etc., et poser un peu, et ça va lui permettre aussi de jouer beaucoup plus longtemps, etc. Donc je suis d'accord sur ce point-là. Après, je pense pas que ce soit antinomique fondamentalement, dans le sens où je pense que c'est plus une question de maîtrise qu'une question de vraiment de quantité ou autre. Et je pense aussi que par exemple sur la première mi-temps du Game 2, on a un petit peu les deux phases. C'est-à-dire que moi je trouve par exemple que sur le premier quart-temps, le début du premier quart-temps, on a quand même un Denver qui est beaucoup plus en maîtrise. Moi j'étais assez bluffé de nous voir en maîtrise à ce point-là. Ça n'a malheureusement pas assez duré dans le temps, en tout cas pour ma part en tant que fan. Mais je trouve qu'on était plutôt conscient de ce qu'on faisait, avec beaucoup d'intentionnalité dans Mhm. nos plays respectives, etc. Avec vraiment quelque chose, une certaine discipline que j'ai pas beaucoup vu dans la saison, que pour moi c'est la chose qui manque énormément à cette équipe. Euh, et je pense que c'est plus cette nuance-là que vraiment le fait de moins vouloir mettre de rythme ou pas. Je pense que c'est comme tout, c'est-à-dire qu'il faut savoir mettre le rythme quand le mettre et bien le mettre. Ouais. Et je pense que des fois ça s'enflamme un peu. Bah, c'est aussi dû au personnel, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu alignes Christian Brown, Russell Westbrook et Peyton Watson notamment sur un, bah il y en a deux qui sont des joueurs assez inexpérimentés et qui ont quand même un côté un petit peu faux follet. Et puis il y a totalement Russell Westbrook avec les fils qui se touchent. Alors c'est sa plus grande qualité comme son plus grand défaut. Et donc du coup, sur 3 sur 5 des joueurs comme ça, bah, finalement tu t'emballes vite Ouais. et tu peux même vendanger de la contre-attaque. Je pense notamment à Russell Westbrook qui fait un contre incroyable sur Harden ou Zubac, je ne sais plus, sur le pick and roll. Tout ça pour pousser la contre-attaque un max. Ça s'en mêle un peu les pinceaux avec Christian Brown sur les passes en dessous du panier. Bref, il doit repartir sur l'elbow. Je parle de Russell Westbrook. Et là, il prend un mi-distance totalement stupide, Qui n'a aucun sens, inintéressant, ouais. Hmm. et qu'il rate en plus. Donc voilà, ce genre de choses, c'est ça le problématique, plus que le fait de pousser le jeu, à mon sens, c'est plus la maîtrise là-dedans. Et voilà, comme je le dis, des fois, il y a un problème un petit peu structurel de roster sur le personnel qui, bah voilà, des fois se précipite un petit peu du côté Denver. Juste pour une petite stat, hein, pour vous donner un ordre d'idée sur ce que ça a donné sur la transition, les Nuggets sur le match 2 jouent 3 ballons sur 4 qu'ils interceptent, où ils essayent de pousser pour jouer la transition, ce qui est assez haut en fait, hein. Une équipe moyenne en NBA, elle est plutôt à 3 ballons sur 5 pour vous donner un ordre d'idée, donc c'est assez haut. Et ils scorent 116 points pour 100 possessions, ce qui est assez bas pour le coup, parce que la moyenne NBA elle est plutôt autour de 135. Donc effectivement, il y a eu vraiment la volonté de pousser la balle, mais par contre, une efficacité qui a été moyenne. Alors, c'est pas toujours très grave, hein, d'avoir une efficacité moyenne, parce que de toute façon, même une efficacité moyenne de transition, elle sera toujours meilleure qu'une presque une bonne efficacité de jeu demi-terrain. Le problème, comme tu le dis, c'est qu'à un moment ça peut casser le rythme, au bout d'un moment ça peut créer des trous. Tu peux aussi enchaîner des mauvaises possessions, redonner de la confiance à l'adversaire, donc il faut arriver à trouver le bon équilibre là-dedans. Et effectivement, moi je comprends ce que tu veux dire, c'est-à-dire que en fait, toi tu dis l'idée. En plus, je trouve que les Clippers replient particulièrement mal, hein, notamment sur la première mi-temps du Game 2. Il y a eu un peu il y a eu un peu de tout. Ouais. Il y a des phases où ils l'ont mieux fait, mais oui, il y a des phases où tu sens que c'est fragile aussi. Et sur la seconde unit, je trouve que c'est d'autant plus fragile. Ah Je ouais, trouve que ouais. c'est une identité qu'on gagnerait à marteler beaucoup plus sur la seconde unit, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et puis tu sens que c'est pas dans leur ADN, tu vois, d'avoir un gros repli défensif aux Clippers. Donc je trouve d'ailleurs qu'ils s'y mettent à un moment donné parce qu'ils commencent à prendre vraiment beaucoup de points. Et ils essayent de couper un peu ça. D'ailleurs, Taïlo prend un temps mort. Derrière, ils reviennent, ils sont un peu plus rigoureux. Mais du coup, je comprends. Mais c'est vrai qu'effectivement, il faut arriver à avoir un peu plus de rigueur. Mais moi, je trouve quand même qu'il y a ce problème-là qui est le rythme de Jokic là-dedans, tu vois. D'ailleurs, Non, par contre, là, je peux rebondir là-dessus sur le rythme de Jokic, vraiment. Parce que c'est vrai que, surtout après là, le dernier match, le match 2, on a vu pas mal éclore de critiques sur Jokic. À
En partie à raison, parce qu'il y a eu beaucoup de pertes de balles. Je crois qu'il est à 7 pertes de balles un petit peu sur le match. Et surtout, il y a eu des pertes de balles importantes dans le Ouais. clutch notamment. On a eu aussi, bah, comme tu le disais, en première mi-temps, je crois qu'il tire 6 fois seulement, Mm. quelque chose comme ça. Donc effectivement, il y a peut-être quelque chose à soulever là-dessus. Je pense que Jokic a comme d'habitude, une énorme influence sur le jeu, notamment sur sa qualité en fait sur le shoot extérieur, parce que c'est en Ouais. fait lui qui crée le spacing dans l'équipe, parce qu'on a un vrai problème à Denver. C'était le problème de l'année avec pas mal de non-shooters en fait qui sont forcés à être alignés, ou alors des shooters tout juste moyen bons qui fait que tu ne peux pas forcément leur faire confiance, ou alors ils ne sont pas forcément respectés dans le cadre des playoffs. On le voit, hein, Russell Westbrook en tête, même si jusqu'à maintenant, je touche du bois, il arrive à sanctionner ses Clippers qui le laissent dans le corner très souvent seul. Mais on a Christian Brown également, on a Aaron Gordon, alors lui qui a énormément step up aussi son tir extérieur pour réussir à créer du spacing là où il y en avait finalement pas assez. Et c'est Jokic qui, en fait, est en plus, avec la bonne défense de Zubac, énormément au poste haut et énormément autour de la ligne à 3 points. Moi, je trouve que c'est une des séries de toutes les playoffs confondus de Denver depuis l'ère Jokic où on le voit le plus en dehors de la raquette. Je crois que sur le dernier match, alors j'ai plus exactement l'instant en tête, mais je crois il est à 11 post-up seulement, ce qui est très peu hein, pour Jokic. Et là où je te rejoins, c'est que on a des moyens autres de le mettre en rythme, on a des moyens de le rendre quand même plus dangereux, on a des moyens de le faire peser plus, malgré une excellente défense des Clippers, faut le reconnaître, ils font un taf monstrueux les Clippers sur Nikola Jokic. Ivica Zubac en tête, alors qui fait une excellente saison et qui confirme justement qu'il est vraiment capable, autant physiquement, sur la mobilité, de rendre vraiment la tâche difficile aux Serbes. À côté de ça, on a vraiment, alors comme beaucoup d'équipes l'ont fait cette saison, à raison, puisque c'était la façon d'arrêter les Nuggets, on a beaucoup d'aides extrêmement agressives, prises à 2, mais voire même prises à 3 dès qu'ils rentrent proche du cercle. C'est vraiment tout le monde se referme sur lui. À raison parce que les passes qui s'offrent à Jokic en fait sont aux 3 quarts sur des shooters dont il est facile de laisser ouvert. Russell Westbrook, Christian Brown, un petit peu moins Aaron Gordon. Michael Porter Jr. était un peu en délicatesse sanction shoot, c'est un peu moins le cas, ça rentre dans l'ordre. Mais voilà. Donc, il y a ce pari-là des Clippers qui, pour l'instant, je trouve, est assez gagnant puisque le Serbe a du mal. Mais encore une fois, il y a des améliorations possibles du côté de Denver. Je pense qu'il y a beaucoup plus de pick and roll ball handler à organiser avec Jokic. Je pense que c'est aussi beaucoup de sorties d'écran potentielles. Je pense que là, c'est une vraie faiblesse de Zubac, un peu comme tous les bigs. Essayer de faire sortir des bigs de systèmes de sortie d'écran et ce genre de choses, c'est forcément plus compliqué. Donc, il y a des choses à organiser du côté de Denver, notamment, encore plus parce que c'est des choses qu'on a déjà fait dans l'équipe, même du temps de Michael Malone, etc. C'était une critique que moi, en tout cas, je pouvais faire un petit peu à Malone et qui, quand même, avait été résolue au bout d'un certain temps. Et on commençait souvent les matchs justement en travaillant quelques sorties d'écran pour Nikola Jokic pour qu'il se retrouve un petit peu seul, notamment juste en dessous de l'elbow après une sortie en curl où il va, au lieu de sortir vraiment large sur le shoot extérieur, couper un petit peu plus vers la raquette. Et là on avait des choses assez faciles, notamment sur le flotteur ou ce genre de choses. Donc c'est quelque chose qui est possible vraiment d'aller chercher et je suis tout à fait d'accord avec toi sur le rythme de Jokic qui peut vraiment être amélioré. On peut le mettre dans de meilleures dispositions pour qu'il trouve un peu de rythme. On est d'accord sur ce point-là. Mais toi, ce que tu ajoutes, c'est que pour toi, c'est pas que la contre-attaque, c'est aussi donc, ce qui est utilisé demi-terrain. Je te repasse la main, peut-être pour un troisième point qui te paraît important dans cette série. Ouais, mais moi justement j'avais un des gros points. Je te laisserai peut-être le côté Clippers, mais sur les mismatchs. Parce que justement je parlais d'utiliser par exemple Jokic beaucoup plus en ball handler de pick and roll, donc en porteur de ballon sur le pick and roll. C'est des actions qui à chaque fois, alors à chaque fois ou presque, j'ai pas les stats dans le détail, mais moi qui, à chaque fois que je les ai notés, ont abouti à une très bonne solution pour les Nuggets, que ce soit un décalage créé par Jokic et une passe facile sous l'arceau ou avec un 3 points ouvert, ou alors même justement Jokic qui score assez facilement. Ça a aussi le bon point pour les Nuggets d'amener énormément de mismatch, et je trouve qu'en fait,
il y a de potentiels mismatchs qui ne sont pas du tout exploités par l'attaque des Nuggets. Là où, par exemple, l'année du titre, en 2023, on était assez élite en fait dans cette recherche de mismatch, dans cette attaque de mismatch. On faisait beaucoup peser cette faculté qu'on avait de créer des mismatchs, que ce soit notamment sur Aaron Gordon, mais aussi Nikola Jokic. Et là, dans les deux cas, c'est des mismatchs qui ne sont pas assez reconnus par l'équipe et pas assez exploités. Alors, et aussi, et un troisième point, quand ils sont reconnus et quand ils sont exploités, ils sont mal exploités. J'ai deux actions en tête sur le Game 2 qui sont effarantes à mon sens, où on a notamment un premier mismatch sur Aaron Gordon, qui est souvent, en fait, dont les Clippers cachent souvent James Harden, qui est un vrai problème défensif en plus pour les Clippers, qui est une vraie passoire, je suis désolé de le dire, surtout vraiment sur cette série, c'est vraiment le cas, c'est une sacrée passoire, James Harden. Et on a souvent Gordon qui est sur lui et Harden qui est caché sur Gordon, et on en profite très peu alors que Gordon pourrait l'enfoncer complètement au poste bas puisque l'écart physique est assez flagrant, et en plus on pourrait même en profiter pour mettre un petit peu des fautes sur James Harden. Et j'ai notamment un exemple d'action en tête sur ce Game 2 où Gordon a le mismatch sur Harden, et en fait au lieu de l'enfoncer directement sous le panier ou quoi, il va redonner la balle à Jokic, essayer de lui faire un écran à Jokic. Alors bon, à la limite, pourquoi pas, mais au lieu de marquer l'écran, pour justement faire la séparation, et à la limite que ce soit Jokic qui profite du mismatch de James Harden, parce qu'il pourrait s'entendre, il va en fait slip l'écran, donc c'est-à-dire il va en fait s'effacer, en fait faire mine de poser l'écran avant de s'effacer rapidement. En fait, c'est la pire façon de jouer ce mismatch, en fait. Parce qu'on ne crée pas le bon décalage, on ne profite pas de la faiblesse de James Harden. Alors ça finit par un N1, mais de manière compliquée sur un rebond offensif. Enfin, pourquoi se compliquer la vie? Et j'ai une action exactement similaire avec, cette fois-ci, Christian Brown, qui fait exactement la même erreur, c'est-à-dire que, alors là pour le coup, il fait, je trouve, la bonne action, c'est-à-dire que lui, il va pas pouvoir enfoncer James Harden au poste, parce qu'on est sur des gabarits, on va dire, similaires, et c'est pas du tout le jeu de Christian Brown, donc il va mettre l'écran pour Nikola Jokic pour que lui puisse jouer justement ce mismatch, mais pareil, encore une fois, il va slip l'écran, il va s'effacer, et du coup, l'écran n'est pas assez porté, donc du coup, en fait, Zubac peut rester totalement sur Jokic, et il n'y a pas de décalage créé, pas de mismatch exploité, et ça c'est vraiment quelque chose que je vois énormément dans les deux matchs, et quelque chose que les Denver Nuggets peuvent améliorer largement. Je pense qu'il y a un autre point, moi je suis d'accord avec toi, hein. Je trouve que le ciblage du mismatch n'est pas très bien fait pour l'instant côté Denver, et je pense qu'il y a un autre point qui est important là-dedans, c'est Jamal Murray qui démarre plutôt bien sa série. Il fait plutôt de bonne série d'ailleurs pour l'instant, Jamal Murray, tu vois, sur l'efficacité au scoring. Et je trouve qu'il a un problème, Murray, c'est que quand il prend confiance, et il prend vite confiance, ça fait partie de ses qualités, il peut commencer un peu à tenir beaucoup le ballon et à pas trop regarder ce qui se passe autour. Tu vois, et sur le match 1 notamment, moi j'ai trouvé qu'il fait une bonne entame et qu'ils ont un impact avec lui en porteur de balle. Mais tu sais, une fois qu'il enchaîne un ou deux paniers, il se met à vraiment beaucoup jouer pour lui, à avoir un usage qui est très important. Alors évidemment, c'est pas ça qui fait que tu reconnais pas beaucoup de mismatch. Mais tu sais, sur des temps un peu importants, je trouve que du coup l'action elle démarre beaucoup par lui, beaucoup plus que par le passé par exemple, je trouve. Là où Jokic, tu vois, sur cette saison, là-bas, les actions démarraient beaucoup avec lui. Bah là, je trouve quand même que c'est un truc qui a bougé là avec Adelman. C'est que c'est un peu moins le cas. Et sur la reconnaissance des mismatchs, je trouve pas que Murray fasse un très très bon travail. De la même façon, sur le Game 2, je l'ai dit avec les contre-attaques, je reviens pas dessus, mais je trouve qu'il est aussi un bout important de cette envie de pousser le ballon, de pas attendre, de pas cibler les mismatchs. Et c'est vrai que je sais pas s'il arrive à les mettre dans le bon sens, tu vois, sur ce point de jeu-là, pour l'instant. Non, je te rejoins complètement. Moi, c'est une de mes grosses critiques envers Jamal Murray. Je trouve que d'autant plus là, la dernière saison et demie, voire même les 2 dernières saisons, où il lève moins la tête et il donne moins le ballon rapidement, là où des fois on gagnerait à le lâcher plus rapidement pour jouer d'autres choses. Et je suis tout à fait d'accord. Et c'est un petit peu aussi, je pense, le penchant négatif du two-man game qui a été mis au nu à raison, parce que c'est vraiment un des tout meilleurs jeux de la ligue, le jeu en duo Jamal Murray, Nikola Jokic, mais je trouve qu'on est retombé beaucoup dans son travers, dans le sens où on ne fait que ça, où
Alors qu'en 2023, bien sûr qu'il y avait le two-man game, mais les mismatchs et l'attaque des mismatchs Sur étaient, le reste des playoffs, on voit que ça, hein. C'est que du mismatch hunting. exactement. Ouais. Exactement. Et je trouve que c'est dommage de ne pas en profiter parce que il y aurait les moyens et il y aurait surtout, et je t'envoie la balle au alley-oop pour la transition, justement, il y aurait surtout de quoi s'inspirer des Clippers qui, eux, font un très beau travail là-dessus, notamment sur le Game 2. Alors effectivement, moi j'avais un point là-dessus, qui est très ciblé d'ailleurs, qui est très ciblé sur Kawhi, mais il y a un autre bout aussi sur James Harden et sur la reconnaissance du pic, mais je vais commencer avec Kawhi, puis peut-être que je ferai les deux. C'est vrai que sur le match 2, j'ai trouvé que Denver donnait beaucoup trop facilement le mismatch à Kawhi, et notamment Jamal Murray sur Kawhi, où j'ai trouvé que tu vois, le volume d'effort à faire par les Clippers pour que Kawhi se retrouve sur Murray est vraiment trop faible. Tu vois, parfois tu as des simples remontées de balles où Kawhi a juste à se mettre en ligne avec Jamal Murray et tu vois, ils font une surcharge côté de Jamal Murray. Et en fait, Denver essaye pas vraiment de s'adapter, et enfin même pas de s'adapter, mais au moins tu vois de switcher rapidement sur le début des possessions pour que justement Kawhi se retrouve pas aussi simplement sur Murray. Et alors ça c'est le premier élément sur Kawhi. Je pense que ça s'explique par un point important, c'est que à mon avis, les Denver n'a pas envie de trop exposer Jokic sur l'attaque de cercle, et donc ils veulent vraiment, tu vois, freiner les débuts de possession des Clippers. Et donc ils préfèrent concéder des mismatchs faciles. Alors que tu vois, si jamais tu te retrouves à changer, imaginons que Kawhi se met en ligne avec Murray, tu choisis de changer et en fait de changer avec Aaron Gordon, bah en fait ça laisse un petit laps de temps où Kawhi peut attaquer le cercle directement sur le début de la possession. Quand tu as un bon protecteur de cercle, tu vas pas le faire de toute façon, parce que sinon tu vas aller t'empaler sur lui, mais comme c'est Nikola Jokic, et ben malheureusement Nikola Jokic c'est pas bon dans la protection de cercle, donc tu as cette faiblesse là. Mais ouais, je trouve que ce travail-là était vraiment mal fait côté Nuggets, et je trouve que c'est un jeu très dangereux. Ok, je comprends la volonté de pas trop de pas trop être sensible sur les attaques de cercle de début de possession, d'accord, mais je trouve que c'est un jeu assez dangereux. Et le deuxième, c'est que les Clippers ont fait un très bon travail pour mettre Kawhi dans des bonnes zones au match 2. Je suis d'accord avec toi, je trouve que sur le match 1, tu l'as dit tout à l'heure, mais Kawhi a été beaucoup repoussé et se retrouvait souvent à prendre le ballon un peu loin derrière la ligne à 3 points où il pouvait se faire doubler assez facilement quand il enclenchait le dribble. Il est beaucoup plus dur à doubler Kawhi quand il arrive à prendre la balle sous la ligne à 3 points ou alors collé à la ligne à 3 points, où là en fait il a cette capacité à se mettre à dribbler, voir la prise à deux arriver et en fait à tout de suite déclencher. Parce que de toute façon Kawhi fait pas de passe, c'est un bollock de fou. Et effectivement ils ont bien travaillé là-dessus. Mais c'est vrai que c'est surtout le premier point, tu vois, moi parce que le deuxième je pense c'est un peu lié de la confiance, la mise en jeu des Clippers. Mais le deuxième j'ai pas compris ce choix, tu vois, côté Denver. Non, je te rejoins complètement et tu parles des cross-match, donc l'idée en fait sur une remontée de ballon, en fait, comme tu dis très bien, de se mettre en ligne avec la personne que tu vas cibler et donc en fait changer le mismatch que la défense te donnait à de base, en fait le forcer à changer sur la remontée de balle en te plaçant comme il faut pour avoir vraiment le défenseur que tu souhaites. Alors je suis tout à fait d'accord avec toi que ça a été un problème. Je pense qu'on est en playoff, il faut absolument faire les efforts un petit peu supplémentaires, même si même si tu risques un petit temps, etc., c'est le temps que tu dois, en fait, c'est là où tu dois mettre un peu d'intensité pour le combler, parce que c'est pas viable, en fait, de laisser ce genre de choses sur les cross-matchs. Mais sur les cross-matchs, c'est une chose. Surtout que c'est les Clippers. Tu vois, ils vont pas, Oui, ils vont pas t'attaquer début de possession tout le match. Tu vois, tu joues pas au KC là, voilà. Donc de toute façon. Complètement. Ouais. Donc c'est leur jeu en plus de faire ça. Donc je te suis complètement. Et même à la limite, ce serait un joueur plus explosif que Kawhi. Je te dirais, ok, pour l'attaque du cercle, etc. Machin. Mais Kawhi, même s'il est capable de driver, etc., c'est pas non plus son jeu primaire. Et il y a moyen quand même de le matcher sur je le vois mal avec sa condition physique. Même si elle a l'air de tenir, et tant mieux, on touche du bois, c'est beaucoup mieux comme ça pour cette série, mais je le vois mal non pas faire non plus des sprints à chaque remise en jeu, etc., et jouer vraiment le up-tempo. Et à côté de ça, ok, si c'était que les cross-matchs à la limite, mais comme tu le dis, il y a des switches qui sont beaucoup trop faciles sur des écrans en fait, où il appelle le défenseur, l'attaquant plutôt, de Jamal Murray, pour faire venir Jamal Murray dans l'écran.
Et en fait, là, on se bat pas, quoi. Enfin, on voit pas Aaron Gordon se battre dans l'écran, on voit pas de stratégie de la part de Murray d'agresser haut pour justement faire en sorte de revenir ensuite sur son alignement et laisser juste le temps de Gordon de passer sous l'écran ou ce genre de choses. Non, en fait, on fait un switch très facile, un switch beaucoup trop facile, d'autant plus qu'il va nous coûter. Alors, honnêtement, là où je suis le plus satisfait de Murray, paradoxalement, sur cette série, c'est défensivement, dans le sens où je le trouve très concentré et allez, il a eu quelques sauts de déconcentration, quelques erreurs dans les 2 matchs, mais honnêtement, je les compte sur les doigts d'une main et je m'attendais à bien pire, donc je le trouve plutôt pas mal. Mais par contre, effectivement, en fait, il ne peut pas matcher Kawhi. Déjà, très peu de monde peut matcher Kawhi, mais là, avec son manque de taille et son manque de physique, même quand il le défend bien. Ouais, il est quand même facile, confortable. Et donc on Oui. peut pas se permettre de laisser ça trop facilement en fait. Mais d'autant qu'il n'y a même pas, tu vois, de pré-switch identifié. Alors après, ils sont malins, les Clippers, parce que souvent, ils essayent de l'embarquer Ouais, sur un pré-switch où ça serait plutôt à Jokic de faire le voilà. pré-switch, donc ça marche pas trop. Mais Non, et puis même au-delà de ça, même parce qu'on a fait quelques pré-switch quand même, alors pas forcément sur Kawhi qui cible Jamal, mais on le fait beaucoup sur d'autres mismatchs. On l'a fait un petit peu sur le Game 1 contre Harden. Et en fait, les mecs disent, bon, très bien, on accepte ton pré-switch. Et en fait, on va niquer le mec que t'as mis pour pré-switcher. En fait, donc nous, on s'attend à pouvoir switcher, etc. Mais en fait, les Clippers vont dire, non, mais on se satisfait de ton changement. Et du coup, on va cook le défenseur que t'as attribué parce que tu pensais que t'allais le changer, quoi. il Donc, reste moins bon que le défenseur de base, donc on accepte quoi. exactement. Et en fait, ils ont la marge pour. En fait, si tu mets pas Christian Brown globalement sur Harden et si tu mets pas AG sur Kawhi, on n'a pas non plus les pléthores de défense pour vraiment pouvoir matcher avec d'autres profils. On a un petit peu Peyton Watson, d'ailleurs, on a quelques demandes de le voir un petit peu plus commencer et aussi pour C'est un bon match d'ailleurs. que la charge, que la charge défensive d'Aaron Gordon soit un peu plus faible. Lui qui doit beaucoup matcher justement avec Kawhi. C'est une idée qui peut être intéressante, mais ça veut aussi dire un non-shooter en plus dans le 5. Et c'est toujours la problématique avec ce genre de joueur plus spécialiste défensif, mais moins bon en offense. À quel point tu gagnes et à quel point tu perds vis-à-vis de ton offense, quoi. Je Donc vais- voilà. Et dernière petite chose sur le Kawhi qui a trop facilement des mismatchs favorables et on laisse les switches notamment voilà, avec Aaron Gordon et Jamal Murray sur les écrans. Où est passé le blitz en fait? C'est-à-dire qu'on avait de très beaux blitz, notamment en fin de game 1, qui ont résulté en 2-3 pertes de balles de Kawhi. C'est quelque chose qu'on a beaucoup moins vu sur le Game 2. Alors, tu l'as très bien dit, ils ont bien réussi à mettre Kawhi dans des spots qui font que c'est plus difficile de le blitz. Il est dur à blitz, Et Kawhi, hein. parfois, Il est très très dur à ouais, blitz, Kawhi, hein. des fois on l'a quand même doublé, mais ça suffisait pas. Bah, une fois qu'il avait pris son rythme, il y a 2-3 shoots qu'il met avec et Aaron Gordon et Christian Brown sur lui, avec un beau contest et tout. Ouais, le mec me rentre des trucs. Bon, ça après, tu peux pas. Voilà, c'est les superstars, c'est Kawhi Leonard. À un moment, tu t'inclines aussi, mais. Malgré tout, je trouve qu'il y a des fois où, encore une fois, moi je trouve ce manque de discipline et d'intentionnalité de la part des Nuggets, où il y a certaines situations où ça devrait être automatique. Et là, moi je trouve que au global, c'est quelque chose que dans nos mismatchs en offense, mais aussi dans notre défense sur le mismatch là, il y a des choses qui devraient être automatiques, Qui le qui ne sont le pas. sont pas parce que je pense qu'il y a un manque de discipline globale sur la saison. Il y a un manque de répétition à haut niveau ou de se dire vraiment de se mettre ce genre de DTR, etc. Il y a peut-être un manque aussi de consignes, peut-être. Alors ça, c'est pas sûr. Mais voilà, ça fait que tu es moins discipliné, tu le fais moins bien quand tu le fais, et du coup, tu le subis beaucoup plus. Juste pour expliquer pourquoi Kawhi il est dur à blitz, parce que Kawhi il a donc à doubler, parce que Kawhi il a tendance à prendre les ballons sous la ligne à 3 points, plutôt sur de l'isolation. Et autant Kawhi n'est pas un joueur qui va repérer la prise à 2 pour faire une passe décisive, par contre c'est un joueur qui une fois qu'il repère la prise à 2 est capable de vite se mettre en mouvement pour trouver son tir avant que le deuxième joueur arrive. C'est pour ça qu'il est si difficile à doubler. Par contre, il est simple à doubler si vous arrivez à l'emmener un peu loin, la ligne à 3 points, et qu'il doit s'engager dans des dribbles parce que son dribble n'est pas si bon que ça. Enfin, il est sûr son dribble, mais c'est pas un dribble de dé, c'est un dribble assez lent quand même. Et donc là, il est plus facile à doubler. Donc c'est vrai que le jeu pour les Clippers, c'est d'essayer d'amener Kawhi sur ces zones-là où en fait, en 2 dribbles, il peut pull-up, ce qui lui permet d'anticiper les différentes prises à 2, parce qu'effectivement, quand il est comme ça, de toute façon, il y a un peu que ça qui peut marcher. Il y a un deuxième élément sur les match-ups, peut-être je peux garder la main sur
Je t'en prie. sur côté Clippers, parce que je trouve que c'est un point assez structurel, notamment du game 1, mais aussi du game 2. C'est le match-up avec James Harden, pour le coup. Qui a un là, il se passe un truc quand même assez dingue. Premier carton du game 1, James Harden joue un peu contre nature, mais il attaque le cercle. Il attaque Nikola Jokic comme un dingue sur du pick and roll, pose d'écran de Zubac pour emmener Nikola Jokic, attaque de cercle. Et j'ai eu très très peur pour les Clippers. Je suis curieux d'avoir ton avis après, mais j'ai eu très très peur pour les Nuggets parce que à chaque fois qu'ils attaquaient le cercle, ils marquaient. Alors ça s'est un peu mieux passé par la suite dans le game 1 parce que Nikola Jokic s'y est un peu mis quand même. Parce que je trouve qu'aussi les rentrées de Peyton Watson et de Russell Westbrook permettent un peu, tu vois, de contracter la défense. Et que ça a quand même aidé à faire en sorte que James Harden ait moins d'espace. Et qu'en plus, c'est un peu contre nature quand même pour les Clippers de jouer ce jeu-là, notamment pour James Harden. Donc forcément, moi je vous en parle souvent, mais quand c'est contre nature, c'est dur de le faire pendant tout un match. Donc il le fait beaucoup au début. Puis après, sur la deuxième partie de match, il commence à moins le faire. Il rentre dans du pull-up, il rentre dans son jeu naturel. Sur le game 2. Et avec du rythme, et il nous a fait mal malgré exactement. tout. Parce que du Par coup, contre, il a déjà pris son rythme, et... et effectivement, et c'est plus simple pour lui. Sur le game 2, changement. Moi, j'ai presque eu l'impression que sur les possessions initiées par James Harden, que les Nuggets étaient en zone. Parce que là, pour le coup, ils sont vraiment passés dans un truc où Nikola Jokic ne sort absolument plus. C'est les deux qui sont top rackets qui défendent sur James Harden. Et les possessions où c'est James Harden qui initie l'attaque, on est presque sur de la zone. Et pour le coup, ça n'a pas trop mal marché. Je pense que ça a surpris un petit peu les Clippers. Et ça n'a pas trop mal marché. Et cette défense de cercle, elle a commencé à être un peu meilleure. On a vu les Clippers moins réussir à attaquer le cercle sur le deuxième match, notamment parce que Jokic en fait était plus vraiment impliqué, allait plus vraiment doubler et était vraiment posé comme un tronc dans la raquette, quoi. Qu'est-ce que tu en as pensé toi de ce point-là? Non, je te suis complètement. Alors après, je nuancerai un petit peu dans le sens où le premier quart-temps, c'était aussi un manque d'effort, mais atroce de notre part. Alors, on n'est vraiment pas du tout bien rentré dans ce Game 1. On était à la ramasse, à la rue totale. Manque d'effort, manque de volonté, manque de tout. Il y avait rien qui allait, honnêtement. Vraiment, on était plus bactère. On attendait, enfin, on savait que la défense avait été très mauvaise durant la saison régulière. Mais ça faisait partie, enfin, on réussissait à matcher le niveau infâme qu'on avait en régulière dans ce début de playoff, là où on attendait quand même une réaction et un bouton switch on-off, comme on aime à le dire. Ça s'est pas bien passé, même presque jusqu'au milieu du second quart-temps de ce Game 1, où alors Jokic en tête ne fait pas les efforts, et une fois qu'il les fait, les bonnes rentrées, je suis tout à fait d'accord avec toi, de Peyton Watson et de Russell Westbrook là-dedans. Donc on apportait quand même beaucoup plus d'énergie, d'envie, d'agressivité et qu'on fait du bien. Et depuis quand même, je suis assez rassuré par l'équipe. On fait une belle fin de Game 1, même si c'est un petit peu à l'arrache, c'est-à-dire que c'est plus dans l'effort, dans l'intensité, dans l'arrachage au rebond que dans la discipline tactique, le bon positionnement, comme je préférerais que ce soit. Mais je trouve que, tu vois, dans le Game 2... C'était beaucoup mieux du côté des Nuggets. Comme tu l'as dit, sur le pick and roll avec Harden, on voit beaucoup de stunts. Alors, j'irai pas jusqu'à la zone, mais ouais, on a beaucoup d'aide agressive en fait. Franchement, on était proche d'une zone. Hein. Ouais, non, c'est proche. Moi, je trouve, voilà, on reste quand même dans quelque chose de plus, je pense, de l'aide agressive, mais malgré tout, enfin, l'idée est quand même similaire et on a quand même un résultat similaire. Et du coup, oui, je suis d'accord que ça a été beaucoup plus intéressant. Même quand James Harden réussit à faire la passe au-dessus sur Zubac, on a aussi de belles aides derrière. Je pense notamment à Michael Porter Jr. qui fait beaucoup plus la rotation à l'intérieur quand Jokic est un petit peu plus haut. On a beaucoup de choses comme ça. On repère aussi beaucoup quand Nikola Jokic est un petit peu pris au large. On fait vraiment les aides plus haut et ensuite on fait les rotations sur le corner là où MPJ en fait devrait être. Lui passe dans la ceinture pour protéger l'accès au cercle et donc du coup on a le joueur qui est sur l'aile qui va se mettre entre deux joueurs pour pouvoir récupérer l'assignement de Michael Porter Jr. On l'a beaucoup mieux fait. On a eu quelques retards parfois. Mais globalement, on n'a pas trop subi, on a beaucoup moins subi le pick and roll du coup, et beaucoup moins subi Harden, même globalement, je te suis là-dessus. Et du coup, c'est vrai que alors déjà, entre le game 1 et le game 2, effectivement, hein, l'adresse au cercle des Clippers ça a été beaucoup moins bonne. Ils étaient à 16 sur 21 au premier match, ils sont à 8 sur 16 au deuxième, donc on passe de 75% de réussite au cercle à 50%, c'est forcément un point important. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est
c'est surtout James Harden qui était moins en capacité d'aller attaquer le cercle. C'est que Norman Powell, pour le coup, je trouvais qu'il a un peu émergé à ce moment-là, notamment dans la deuxième mi-temps du Game 2. Et c'est lui qui vient redonner, tu vois, un second élan de punch, je trouve, aux Clippers, en attaquant le cercle, notamment par la prise de vitesse. Moi j'adore Norman Powell, enfin ceux qui nous écoutent savent que j'adore Norman Powell. Il part de la prise de vitesse, il arrive quand même à refaire des décalages, à régénérer des prises à deux et à rebousculer un peu cette défense. Et je trouve que ça a un peu relancé l'attaque des Clippers sur la deuxième mi-temps. Et ça, c'est vrai que j'ai trouvé ça plutôt pas mal sur ce point-là. Je te repasse la main pour peut-être qu'on peut se laisser encore aller quoi. Un dernier point chacun, ça te va? Ou deux? Ouais, ça me va Allez, un dernier point chacun. tout à fait. Bah, moi, je voulais parler un petit peu d'Adelman, Ouais. coach donc du coup des Nuggets, nouvellement coach des Nuggets, mais ancien assistant coach des Nuggets. Alors tout simplement parce que c'était un point qui a été très discuté, hein, forcément avec le limogeage de Michael Malone et Booth, le general manager, le double limogeage à 3 matchs des playoffs seulement, hein. C'était un des plus retardés dans la saison, comment je pourrais dire, un des plus lointains dans la saison, dans l'histoire de la NBA, donc c'est pas rien. Et ça posait forcément des questions. Alors il y a beaucoup, je trouve, d'observateurs extérieurs qui avaient tendance à dire que c'était une catastrophe, que c'était n'importe quoi, etc. Bon, j'ai écrit un petit article sur QI Basket, donc n'hésitez pas à aller voir ça si vous voulez un petit peu plus le pourquoi du comment, les coulisses, et pourquoi c'était finalement un peu assez inévitable. Et donc on a David Adelman qui attaque en tant que coach rookie des playoffs, donc vraiment pas la situation la plus facile. J'ai un a priori assez positif vis-à-vis de ce coach-là, parce que je sais qu'il a eu beaucoup d'importance dans la mise en place de notre attaque de l'année de notre titre en 2023. Et donc j'ai un très bon a priori. Je sais que c'est un coach qui est très orienté tactique, là où Malone était quand même beaucoup plus dans la gestion des joueurs, un petit peu plus dans l'aspect motivationnel, etc. C'est très schématique dit comme ça, mais avec Adelman, on a vraiment quelqu'un de cerveau et très 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 branché sur l'aspect tactique. Et je pense que c'est quelque chose dont on avait besoin depuis assez longtemps. En tout cas, je suis assez défenseur de cela. Et globalement, j'étais assez je suis assez satisfait de ce qu'il fait dans ce début de série, mais il y a aussi du moins bon. Donc, je voulais quand même citer 2-3 choses qui m'ont semblé vraiment importantes. On l'a beaucoup dit sur le Game 1, mais le fait de close le match, de terminer le match avec Russell Westbrook en lieu et place de Michael Porter Jr., c'était un très bon choix. Pas facile à faire, mais c'était le bon choix. Il a vraiment préféré le joueur qui apportait le plus, qui était le plus en forme, le plus en rythme, et qui était le plus intéressant à l'instant T. C'est-à-dire qu'on avait besoin d'énergie, de rebond, d'agression sur la défense. C'est exactement ce que Russell Westbrook a donné. Avec le reste, hein, la fameuse Westbrook expérience, hein, ça allait aussi avec les sueurs froides, bien évidemment. Mais bon, on s'en est pas trop mal sorti. Il y avait quand même beaucoup de réactivité schématique, hein. Sur ce Game 1, il y a eu un début de zone à un moment sur le premier carton qui a vite été abandonné parce que très mal exécuté. On a eu au fur et à mesure du match quelques changements d'assignation défensive. On a eu pas mal de choses tactiquement qui étaient intéressantes, qui ont porté leurs fruits quand même à l'intérieur du match. Après, il y a sur ce Game 2 plus de difficultés. Moi, le gros chose que je voulais mettre en avant, c'est les rotations et la problématique du repos, alors qui ne lui incombe pas totalement, mais malgré tout. La rotation, d'abord, en fait, il a laissé Jokic très longtemps sur le terrain, notamment sur le premier carton. Je crois qu'il joue pratiquement tout le premier carton, Jokic. Et il le laisse notamment aussi face au second couteau, alors qu'Ivica Zubac est sur le banc. Et autant, moi je serais plutôt pour justement faire payer les Clippers leur small ball une fois qu'Ivica Zubac est sur le banc, donc laisser Jokic. La problématique, c'est que, étant donné que c'était de la fin de carton et qu'en fait Jokic était déjà un petit peu entamé, en fait on n'a pas profité de ça du tout. Ou alors il faut prendre un temps mort, donner des consignes beaucoup plus claires et vraiment marteler ça. D'autant qu'il fait pas confiance à Nagy en plus. Donc en plus, ouais. Voilà. Alors bon, ce qui s'entend aussi, mais bon, et aussi que normalement souvent ce qu'on fait c'est Aaron Gordon sur le poste 5 parce qu'on n'a pas cette rotation là. Là, Aaron Gordon, on veut aussi le ménager, je pense, par rapport aux efforts défensifs qu'il fait, par rapport au minutage, bref. On se retrouve dans une situation compliquée. Et après, sur la seconde mi-temps, en fait, Nikola Jokic joue toute la seconde mi-temps. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de situations dans le clutch
qui sont dus beaucoup aussi, je pense, à un manque de lucidité et à une fatigue. Et je trouve qu'il y a eu un problème de rotation très clair sur ce match-là, un problème qui ne lui incombe pas totalement parce que, encore une fois, les minutes sans Jokic sont historiquement au détriment des Nuggets, et c'est un euphémisme que de dire ça, puisqu'on perd assez largement normalement nos minutes sans Nikola Jokic. On n'a jamais réussi à trouver un équilibre sans le Serbe. Donc ça lui incombe pas totalement dans le sens où c'est un travail de longue haleine qui doit être fait sur toute une saison, qui a jamais été fait par Michael Malone, et donc du coup c'est difficile de lui demander en 3, 4, 5 matchs, notamment matchs de play-off en plus, de réussir à créer ça. Donc je ne me voile pas la face, il réussira certainement pas à faire ça. Et c'est aussi un problème qui incombe un moment au general manager qui a pas su aussi faire les bons recrutements à ce niveau-là. Donc on paye tout cet enchaînement. Mais voilà, j'ai envie quand même de souligner le fait que je pense que une des problématiques dans ce dernier match, dans ce Game 2 de Nuggets, ça a été vraiment la gestion des minutes. Je trouve qu'on était rincé sur la fin, et je trouve qu'en fait le bon nombre d'erreurs malheureusement qu'on a fait sur la fin dans le clutch, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont liés à une vraie fatigue et un problème de minutage. Et voilà, si on peut pas tout incomber à Edelman, faut voir que voilà, en tant que coach rookie, il y a aussi des petites choses comme ça qui malheureusement vont jouer en notre défaveur. Ouais, moi je suis un peu moins convaincu que toi sur Atelman. Alors effectivement avec sur des minutes, mais moi j'ai pas du tout aimé le plan de jeu du Game 2 d'accélérer, mais je vais pas revenir dessus parce que j'en ai déjà parlé. Après je suis d'accord, il veut mettre des choses enfin c'est normal d'essayer déjà c'est normal d'avoir des convictions, et donc forcément d'essayer de les mettre en place, et il a pas eu de temps. Je vais pas aller dans le détail parce que je l'ai un peu dit, moi je suis un peu moins convaincu par ces ajustements, enfin j'y crois pas trop, je suis pas sûr qu'il faut jouer comme ça, mais je reviens pas dessus. Moi j'avais un dernier point qui est plutôt côté Clippers. C'est une des grosses déceptions pour moi. Je m'attendais à ce que les Clippers, le banc des Clippers, domine assez largement celui des Nuggets. Et je suis très déçu par le banc des Clippers, que je trouve assez mauvais en fait. Même pas moyen, je les trouve assez mauvais. Je trouve que Bogdanovic est complètement à l'envers. Il n'y arrive pas du tout pour l'instant. Alors après, on connaît Bogdanovic, hein, ça peut se remettre d'un coup, mais là c'est catastrophique. Je trouve Ben Simmons, putain mais Ben Simmons il est paumé sur le terrain. Alors oui ok il fait des bonnes passes, oui ok il a de la course, mais enfin c'est tellement limite, c'est tellement juste, c'est tellement peu que je suis assez déçu. Je trouve que Derrick Jones, je comprends pas trop pourquoi on le voit peu. Je trouve que ses minutes sont bonnes, mais finalement il est pas très utilisé. Batum a des bonnes minutes, et je trouve que même dans les titulaires, tu vois, si on parle du supporting cast, Powell fait pas un très bon premier match, il fait un bon deuxième match, bon ça devrait y aller sur la suite. Moi Chris Dunn, j'ai pas trop aimé son premier match, je le trouve un peu perdu sur le pic, le deuxième est meilleur. Bon au moins Chris Dunn et Norman Powell ça va se stabiliser. Mais on en avait parlé dans la preview, hein. Tu parles des minutes sur Jokic, il faut même globalement parler de la rotation. Les Clippers, la marge qu'ils ont, c'est qu'ils sont très profonds et qu'ils ont beaucoup de bons joueurs. Mais bon, ils ont quand même besoin que Bogdanovic mette des tirs, ils ont besoin que Ben Simmons, à un moment donné, tu vois, il arrive à pousser le jeu un peu, qu'ils soient un peu plus agressifs. Nico est bon, mais Nico il est bon. Dans ce qu'on lui demande, il est bon, mais ça reste pas non plus un impact monstrueux, tu vois. C'est juste un bon connecteur. Pour l'instant, là, je suis un peu déçu, moi, par le banc des Clippers. Et je pense que la bascule côté Clippers, elle doit passer par là, tu vois. Bah, en fait, c'est vrai que, alors en tant que fan des Nuggets, j'étais un petit peu le nez dans mon guidon, donc moi j'étais un peu dans le mood de bon, on arrive à sauver les minutes sans Jokic, donc c'est pas mal, mais c'est vrai que si tu pars du principe qu'il faut pour les Clippers, et tu as raison, qu'ils fassent la marge à ce moment-là, effectivement c'est en dessous des attentes, puisque ça n'a pas été trop le cas, un petit peu plus au Game 1, mais pas suffisamment en tout cas, quoi qu'il arrive, où ils n'ont pas profité assez de ça. Là où je pense qu'on rentre surtout dans un style vraiment très playoff, et là où je trouve par contre que les seconds couteaux côté Clips sont bons, ou en tout cas sont à la hauteur de ce qu'on doit attendre de role player à ce moment-là, c'est qu'en fait ils se substituent très bien dans le 5. C'est-à-dire que je trouve qu'à côté de j'ai plus le nom, la colonne vertébrale, voilà, excusez-moi, j'avais l'image en tête mais pas le mot. La colonne vertébrale vraiment de Zubac, Kawhi, Harden, etc. On a des joueurs, je pense à Nicolas Batum,
Derrick Jones Jr., qui arrive facilement à remplacer Powell, à remplacer Chris Dunn sur des petites minutes. Nicolas Batum sur le clutch nous a fait très mal assez régulièrement. Je trouve que son positionnement défensif est incroyable dans le sens où des fois c'est pas lui qui va faire l'interception ou quoi, hein, mais c'est lui qui va réussir à avoir le temps d'avance pour anticiper notre pré-switch ou faire ce genre de choses. Et puis à 3 points, il a mis des shoots. Le game one, là, le truc qui chope et qui jette et qui rentre dedans, ça a failli me tuer sur l'instant. Donc, mais au-delà de ça, voilà, je trouve que c'est plus là-dedans qu'ils Ouais, sont. je pense Après, que par contre, mais je te rejoins malgré tout. C'est vrai que par exemple, Bogdanovic, alors moi, on l'a beaucoup ciblé défensivement. Je trouve qu'il a été au niveau, notamment sur le Game 2. Je trouve qu'il a été au niveau, dans le sens où ça a pas coûté trop de points à ses Clippers, là où ça aurait dû en coûter. Donc je trouve que ça s'équilibre. Mais par contre, c'est vrai qu'offensivement, Bah, le on peut truc, pas c'est dire qu'en qu'il a fait, été très présent. le truc, c'est qu'en fait, tu vois, là pour l'instant, tu es dans une série où l'attaque des Clippers, elle est quand même assez moyenne. Et encore sur le game 1, elle tient sur un super match d'Arden. Et le game 2 sur un match, franchement, all-time hein, de Kawhi Ah, c'est sûr. sur les C'est sûr, premiers ouais. tours. Et malgré tout, l'attaque, elle est moyenne. Et moi, je m'attendais à ce que ça soit justement cette première rotation, tu vois, quand ils jouent avec Harden, Bogdanovic, Nico, Derrick Jones et Ben Simmons, qu'ils ont pas mal fait en saison régulière. Que bah là, ils arrivent à pousser la balle, à mettre du rythme, à générer du 3 points, à générer de la contre-attaque. Ils n'y arrivent pas du tout. Et pour moi, ils n'y arrivent pas du tout, bien plus parce que ces mecs-là sont pas complètement dedans que parce que Denver défend particulièrement bien ces minutes de temps creux un peu. Pour moi, les Clippers doivent vraiment Tu gagner vois, les temps creux en fait. Tu vois, c'est là où mon côté peut-être supporter est biaisé, mais j'allais te rétorquer que s'il y a une seule identité dans la seconde unité chez les seconds couteaux de Denver, c'est l'identité défensive. Parce qu'en fait, que ce soit Peyton Watson, que ce soit Jalen Pickett, des joueurs comme ça, en fait, si offensivement c'est un peu compliqué ou quoi, défensivement en fait c'est souvent le seul point qui est à peu près bon. On a souvent Aaron Gordon qui fait qui fait qui est stagger, donc qui passe un petit peu, qui part plutôt sur le banc par rapport aux 5 majeurs et qui du coup revient avec les seconds couteaux pour apporter un peu de création, un petit peu un ancrage un peu meilleur, etc. pour essayer de maintenir quelque chose. Donc en fait on a quand même pas mal de défenseurs individuels. Après, encore une fois, hein, voilà, second unit de Denver, il n'y a pas grand-chose qui va, mais on a quand même un petit peu ça pour nous. Donc après, j'entends par contre qu'ils peuvent mieux faire offensivement ces Clippers. Et oui, quand tu as des shooters, hein, par exemple, moi je pense à Bogdanovic, en fait, j'ai pas souvenir, alors peut-être que je me suis pas focus là-dessus non plus, mais j'ai pas souvenir de position de tir ultra intéressante ou de système un peu intéressant en sortie d'écran où il pourrait nous allumer facilement, tu vois, qui pourrait le mettre dans le match. Ça, donc, je pense que tu as raison de souligner qu'il y a de la marge potentiellement à aller chercher pour ces Clippers de ce côté-là. Ouais. Je te propose qu'on s'arrête là, parce qu'on a fait un gros tour là déjà de ce qui s'est passé pendant les deux matchs. Peut-être pour conclure en deux mots, toi tu le sens comment la suite? C'est quoi ton prono? C'est compliqué, mais je pense que je suis content, c'est que bien intelligent, bien touché par la grâce, celui qui saura dire ce qui va arriver dans cette série, tant elle est serrée. Euh, Moi, j'ai juste, moi, je suis très pessimiste vis-à-vis de mon équipe. C'est un peu comme ça que je vis mon supporting. Alors, il faudra pas trop m'insulter. Moi, je pense que ça va aller en 7 parce que je pense que voilà, c'est là où je me mouille. Je pense que ça va aller en 7 parce que je vois pas une équipe réussir à blow out une autre. Je ne vois que des matchs serrés, que des potentiels serrés, hormis grosse blessure, hein, ce qu'on souhaite pas, bien évidemment, et je touche encore du bois. Je pense que jusqu'à maintenant, je mettrais potentiellement avantage Clippers parce que je trouve que jusqu'à maintenant, nous, on est peut-être les Nuggets à 105, 110%, là où les Clippers sont peut-être à 98, 95% en fait du maximum qu'ils peuvent faire. Là où moi, je suis pas rassuré en fait beaucoup, c'est que vous l'avez dit en preview, mais on l'a dit tout au long de cette saison, les Nuggets, il y a un vrai problème de spacing éventuel, qu'on compense sans le compenser grâce au génie offensif de Nikola Jokic et de comment on gère les choses. Mais en fait, j'ai du mal à voir la solution dans la défense complètement incroyable des Clippers sur Jokic dans la peinture. Je vois
pas Jokic réussir à passer outre parce que c'est impossible quand t'as 4 mecs sur toi qui peuvent en plus te mettre des mandales sans que ce soit trop sanctionné, n'est-ce pas? L'arbitrage sur Jokic qui est un des pires de tous les temps, je le dis, j'assume, vous m'insulterez sur Twitter. Et à côté de ça, en fait, des mecs qui, comme Russell Westbrook, jusqu'à maintenant, ont réussi à sanctionner dans le corner, etc. Mais en fait, ce truc-là, je le vois pas rester pendant cette match. Donc du coup, j'ai peur qu'en fait, au bout d'un moment, le sur-régime qu'on a, notamment sur le 3 points de Westbrook dans le corner, sur lequel pour l'instant ça a tenu les 2 premiers matchs, mais auquel je ne crois pas du tout sur l'entièreté de la série. J'ai peur qu'à force, en fait, ça nous mette dedans, à moins que Jamal Murray rentre dans ses playoffs et enfin refasse une saison à la hauteur des attentes sur lui depuis 3 ans. Mais ça aussi, malheureusement, je n'y crois que peu. Donc je nous mets un petit peu en dessous, mais par contre, je suis confiant dans le fait d'aller jusqu'en 7. Ouais. Après, tu sais, sur un Game 7, je serais bien sûr à fond sur les Nuggets. Voilà, mais bon, c'est plus ma vision de la chose. Moi, je vais rester sur le 4-2 Clippers que j'avais annoncé initialement. Déjà, ils ont repris l'avantage du terrain, c'est pas rien. Et en plus, ça va être le premier match de play-off d'ailleurs au Dôme, ce qui va être intéressant, parce que c'est une salle quand même où ils sont plutôt à l'aise. En plus, on rate tous nos lancers francs. On n'est pas bon au lancer franc. Il y aura le fameux mur là, de Wall qui est vraiment dans les statistiques intéressant sur le pourcentage de lancers francs adverses. Donc, ça va pas jouer en notre faveur. Mais je pense qu'il y a vraiment. Je vois pas, tu vois, en fait, pour l'instant, la profondeur des Clippers joue pas son plein. Je vois pas ça continuer en fait. Je vois pas Bogdanovic pas sortir 1 ou 2 matchs où tu vois, il te fait des runs de 10 points qui te font mal. Je pense que Norman Powell, ça y est, il a commencé à trouver un peu les solutions. Je vois plutôt ça continuer 4-2 Clippers. C'était en 2 mots en mode prono, donc je vais pas dans le détail. On verra d'ailleurs s'il y a d'autres matchs, on vous refera. Enfin, si ça se prolonge, on vous refera peut-être un podcast, mais je te propose qu'on s'arrête là. Merci Clément, c'était bien cool de pouvoir avoir ton avis sur cette série. Et puis, restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. À plus!